Des fois, on essaie de se compliquer les choses, puis finalement, la solution, c'est la plus simple. Quand on a un cerveau qui pense trop, je parle en connaissance de cause, parfois, on pense que ça va être meilleur si on va chercher quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose qui coûte plus cher. Puis ça vient de m'arriver maintenant, parce que là, je me suis acheté un petit micro pour faire une tentative, voir si ça ferait un meilleur son pour l'enregistrement de ce podcast audio. Je viens de faire un test, le super micro, la nouvelle technologie, puis j'ai comparé avec la simplicité de faire d'enregistrer directement dans mon iPhone, puis le son est meilleur directement dans mon iPhone. Fait que, tout ça pour ça, je vous raconte pas ça pour rien. J'ai écouté attentivement et avec intérêt l'entrevue de Xavier Dolan avec les gars de Sans Filtre, un podcast qui existe là depuis un des premiers podcasts au Québec, je pense, qui a eu pas mal de rayonnement. Ils ont réussi à aller chercher des gros noms. Je pense que ça avait été démarré. Puis là, ça se peut que je me trompe. Ça se peut que je me trompe, mais selon ma perception, c'est un podcast qui est parti par un participant d'Occupation Double à l'époque, donc qui avait eu un certain rayonnement. Mais comme ils ont été, je pense, dans les premiers, quand on est les premiers sur un format, qu'on est dans les premiers dans un créneau, ben on bénéficie aussi du fait d'être innovant. Donc oui, il y a la télé-réalité là qui peut contribuer à faire grandir la popularité, mais il y a aussi l'aspect que le podcast, je pense qu'à l'époque où ils l'ont parti, il n'y avait pas énormément de gens sur le marché. Donc, on bénéficie du format, puis j'étais curieuse de voir, comme je connais pas beaucoup ce podcast-là, j'étais curieuse de voir la technique d'entrevues, parce que c'est des gens qui sont pas à la base des animateurs de métier. Puis selon, c'est une écoute là, mais mon écoute de l'entrevue avec Xavier Dolan, qui je crois n'a pas été facile. D'après moi, c'est une tâche pas évidente. Je l'ai dit dans le titre, un génie, quelqu'un qui est complexe. Quelqu'un qui est ouvert quand même puis qui est généreux, mais c'est pas une mince tâche là de faire une entrevue donc avec des grands créatifs qui ont souvent le contrôle sur tout ce qu'ils créent, puis ils se contrôlent eux-mêmes aussi. J'imagine qu'ils se censurent parfois. Donc je pense que les animateurs lui ont donné l'espace. Le format lui a donné l'espace, mais les animateurs aussi ont eu de l'écoute. Ils sont pas allés d'un coin, non plus avec l'entrevue. Je pense que c'est ça le but aussi. Le contexte du podcast, c'est de donner assez de liberté à la personne qui est assez généreuse pour venir te parler, lui donner assez de liberté pour finalement révéler des affaires que dans un format ou que dans un débat, ça sortira pas nécessairement. Fait quelque part, ça confronte quelque chose que Xavier Dolan a dit dans l'entrevue, c'est-à-dire qu'il disait « les meilleures choses sortent du débat, le meilleur de toi peut sortir dans la confrontation, ou la critique constructive. » Mais je vous dirais que le format de cette entrevue-là, donc plus de 2 heures, la liberté, a probablement donné lieu à plus de contenu qu'on en avait eu sur Xavier Dolan depuis un bout de temps. J'ai trouvé toute la dernière partie de l'entrevue super intéressante pour la productrice de métier que je suis, c'est-à-dire où il nous raconte tout son processus créatif
musicale, donc la musique de background de sa dernière série, Laurier Gaudreau, qui a fait avec Hans Zimmer, qui est une sommité dans son domaine, sommité dans le soundtrack de série. Donc, il raconte comment ça s'est passé, la collaboration, comment c'est arrivé, puis comment ça s'est passé. Puis dans ce storytelling, on en apprend beaucoup sur Xavier, le créateur. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça a donné lieu à plusieurs réflexions parce que on va dans le cœur de J'ai une idée avec cette entrevue de Xavier Dolan. Donc, quelqu'un qui a une idée et qui la réalise. Et dans son cas, qu'il l'a réalisé avec génie, avec brio, avec fracas, une entrée fracassante dans le milieu, en allant au Festival de Cannes. Quelqu'un qui a du front tout le tour de la tête, des rêves plus grands que le ciel. Je me souviens plus qui disait si ton rêve te fait pas peur, c'est pas un vrai rêve. Et on voit que Xavier Dolan avait des rêves qui non seulement auraient pu faire peur à d'autres, mais lui, il avait le cran, le courage, le front tout le tour de la tête de tenter de les réaliser. Alors, on va parler de Xavier Dolan, de ce qu'on a appris sur lui, sur son processus de création dans le cadre de cet épisode de J'ai une idée. Alors, bienvenue, mon nom est Jeannie Duquette, productrice de métier, auteure d'ouvrages sur le leadership féminin, avocate de formation. Je me décris jamais de la même façon, mais bon, ça ressemble à ça. Mais J'ai une idée, c'est là où on creuse la réalisation des idées, des rêves, comment on fait pour y arriver, comment on fait pour les monétiser et comment les grands créateurs arrivent à leur fin et comment ils gèrent le développement de leur carrière et de leurs entreprises. Donc, voilà, aujourd'hui, à la rencontre de ce qu'on a appris avec Xavier Dolan. Évidemment, moi, j'ai pas la prétention là de le connaître. Je fais juste vous partager ce que j'ai appris. Parce que j'ai appris des choses en écoutant ce grand créateur. Au moment où cette entrevue-là a lieu, je vais vous remettre en contexte. Xavier Dolan a fait une déclaration. La dernière déclaration qu'on a eue de lui dans les médias, c'est qu'il ne ferait plus de films, qu'il s'en va sur une terre se reposer parce que ça avait l'air d'une déclaration de quelqu'un qui en aura le bol, du milieu, de la job. Il dit qu'il y a des gens qui font des choses qui veulent dire beaucoup plus que ce que lui fait. Alors, il a fait une déclaration un peu plus. C'est comme ça que je l'ai reçu en fait là. On va laisser aux autres le faire, puis moi je vais essayer de trouver quelque chose qui a un sens. C'est ça que j'ai compris. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Je sais pas. Mais je me dis, après 10, 12 ans de carrière, une carrière qui a eu une ascension fracassante, donc, tu sais, t'atteins les sommets très, très rapidement. Un génie. Hein? C'est quelqu'un de génial, c'est clair. C'est quelqu'un... moi, je suis pas gênée de dire que je suis neurodivergente, puis pour avoir assez lu sur la douance et puis vous savez, la douance, il y en a toutes sortes. Ils appellent ça des zèbres, les HPI, donc haut potentiel intellectuel, puis le très haut potentiel intellectuel, qui doit être le cas de Xavier Dolan. Mais dans le cas, donc, des gens qui ont de la douance comme ça, il y en a pas un de pareil. Puis lui, c'est ça. On voit très bien que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué, extrêmement passionné, sort un premier film, il se rend à Cannes. C'est un acteur au Québec. Son père est connu parce qu'il écrit des chansons, puis il est acteur aussi. Et donc, lui a une carrière de jeune acteur, mais il a l'idée un jour de faire un film.
Et on voit tout de suite, c'est quelqu'un qui a du cran puis de la conviction parce que ce jeune homme de 19 ans réussit à convaincre des grandes stars au Québec de participer à son premier film pour presque rien. Il convainc un paquet de gens d'embarquer dans son histoire avec J'ai tué ma mère, d'embarquer dans son histoire avec peu de moyens. Le film sort en Cannes, se fait remarquer, et donc rapidement, on lui offre, il y a l'opportunité de faire d'autres films qui sont remarqués par la critique, par l'intelligentsia du cinéma, donc les opportunités viennent vers lui. Il y a un succès commercial avec Mommy qui était aussi un succès critique. Donc, c'est la consécration. Et une consécration qui vient aussi avec une plateforme. Donc, quand on gagne des prix, quand on est reconnu pour son travail dans ce domaine-là, bien, ça donne l'opportunité de parler. Et lui, étant badass, étant différent, étant à cette époque-là, je dirais, lui, totalement j'ai de la misère à le dire, profondément lui-même. Donc, sans s'excuser d'être lui-même. Donc, il est gay, donc il est queer, donc il y a des convictions. Il aime la mode, il se présente sur les tapis rouges. C'est un acteur, il aime la caméra. Donc, il devient aussi une star. Ces prix-là lui donnent une tribune, il se met à s'exprimer et ça devient quelqu'un de controversé. Ça devient quelqu'un de controversé parce qu'il y a des opinions, parce qu'il fait des sujets Mommy, c'est des sujets durs. J'ai tué ma mère, c'est un titre qui peut choquer déjà en partant. Donc, en étant disruptif, d'entrée de jeu, ça attire beaucoup l'attention, mais le persona de Xavier Dolan attire aussi beaucoup d'attention. Il devient l'égérie de Louis Vuitton aussi, donc devient un jeune prodige star. Et ça vient avec énormément de paires de yeux puis d'opportunités, mais ça vient aussi avec énormément d'envie. Et vous l'avez vu dans l'épisode qu'on a fait sur les haters, puis si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder ou écouter l'épisode sur les haters. Mais quand on a énormément de succès, les premiers qui se font discarter par les haters, c'est les plus populaires. C'est ceux qui gagnent des prix, c'est ceux qui sont des prodiges. Donc, il y a beaucoup, l'envie drive beaucoup la critique. Et ça va beaucoup nourrir l'accueil de plusieurs films de Xavier Dolan quand il est devenu connu internationalement, parce que là, il devient la coqueluche. Adèle, qui est la coqueluche à l'époque, lui demande de faire son vidéoclip. C'est comme, oh my God, là, ça devient aussi, tu sais, tout le monde court après. Les États-Unis ouvrent leurs portes à Xavier Dolan, donc il peut avoir des projets avec eux autres. Et donc, on a l'impression, en tout cas, je vous parle de ma perception, puis ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai appris dans l'entrevue. C'est que de ma perception, c'est qu'il y a eu énormément il y a eu de la notoriété, il devient une star, on court après pour son talent, ses projets, mais on court après pour lui aussi. Everybody wants a piece of him. Tout le monde. Et ça, c'est dur à gérer, là. Ça, c'est énorme à gérer, puis ça vient avec énormément aussi de tourbillons, de la gestion psychologique et le savoir-être là, qui embarque là, quand on devient une grosse vedette. Ça aussi, on en a déjà parlé. Il faut gérer ça, là. Hein? Puis c'est pas tout le monde qui gère ça de la même façon. Et donc, puis plus c'est gros, plus il y a des choses à gérer. Donc, tu sais, il y a probablement de l'épuisement. Il y a probablement, on veut dire, oui, c'est trop hot ce qu'on lui propose. Puis là, je vous dis pas tout, là, qu'est-ce qui a dû lui être proposé, mais c'est énorme, là.
Et de ma perception, c'est qu'il fait un film français à un moment donné, juste La fin du monde, qui est... il réussit à avoir toutes les plus grosses stars françaises dans son film, mais là, cette fois-ci, c'est plus un projet confidentiel, là. Il est rendu une star, il réussit à faire comme son casting de rêve, j'imagine, mais avec des acteurs français pour faire juste La fin du monde. Et là, pour lui, ben, il s'en va à Cannes avec ça. Il y a des grosses attentes, puis il se dit, ce que j'ai pu faire avec J'ai tué ma mère avec peu de moyens, là, je vais le faire avec des vrais moyens puis des stars internationales. Puis là, ça y est, après ça, je peux rêver grand. Je peux aller avoir les plus gros budgets au monde, je peux aller avoir les meilleurs acteurs au monde, puis je vais pouvoir aller au bout de ma création. Mais on s'entend, on est dans un moment où tout le monde lui dit oui. Tout le monde lui dit oui, puis les opportunités sont toutes là. Et là, l'envie dont je vous ai parlé, parce que là, tout lui réussit, ça fait des jaloux. Alors là, le film, juste à La fin du monde, c'était pas ma perception, là, ça, j'ai appris ça dans l'entrevue. Donc, le film Juste La fin du monde n'a pas l'accueil qu'il aurait souhaité auprès des critiques. Et là, il y a des attaques personnelles. Donc, on s'attaque plus juste à son travail, on parle de la star, puis on mélange les deux. Et parce que là, quand on devient une star, les gens vont critiquer la star elle-même, puis ce qu'elle représente, puis ses opinions, puis ce qu'elle a dit, puis etc. Mais il y a aussi les critiques sur le travail. Et là, à partir du moment où tu deviens un réalisateur star, c'est pas tout le monde qui veut le devenir, mais justement pour ces raisons-là, c'est que les gens vont mêler les deux, puis ils vont t'attaquer aussi. Et donc, ce que je comprends, c'est que là, il y a eu... Non seulement le film n'a pas eu l'accueil qu'il aurait souhaité, ni en France, ni aux États-Unis, mais que cette envie-là a fait qu'on a beaucoup critiqué l'humain, la star, en plus du réalisateur. Et ça, alors que, tu sais, je pense que c'est un projet en lequel il croyait beaucoup. Je pense que ça l'a ébranlé. C'est ce qu'on ressent, c'est ça qui a fait vraiment mal. Puis j'imagine qu'il y avait beaucoup de pression. Parce que quand on réussit à convaincre toutes ces grandes stars-là de participer à son projet, puis probablement, on a vu toutes les grandes stars dans le projet, mais il y en a probablement derrière la caméra aussi, là, dans toutes les équipes. C'était énormément de pression, puis le fait que le film n'a pas eu l'accueil qu'il aurait dû avoir, puis il n'a pas été distribué aux États-Unis, ça je savais pas ça, il n'a pas été distribué aux États-Unis, puis ça a dû faire mal financièrement au projet. Alors il y a toutes sortes d'impacts à ça, là. Ce qu'on n'avait pas vu chez nous, parce que ce qu'on a vu chez nous, c'est que le film a gagné le Grand Prix du jury, je pense, ou le prix d'appréciation du jury, qui sont des acteurs qui aiment beaucoup Xavier Dolan, parce qu'il aimait beaucoup En valeur, puis il les fait... Donc, il a gagné des prix chez nous. Le film a eu un bon succès ici. Fait qu'on s'est dit, ça a bien été, ce film-là. Mais non, là, ce qu'on comprend, parce que la perception que moi j'en avais, c'est que ce qui avait été devastating pour Xavier Dolan, c'était le projet anglais. Donc, Dustin Donovan, et donc, qui avait fait avec Jessica Chastain, avec qui était très ami, son premier projet américain. Là, bon, probablement, tu sais, ce que j'avais compris dans ce que j'ai lu des articles, puis encore une fois, on sait pas tout, mais ce que j'avais compris, c'est qu'il s'était frappé là, à la grosse machine hollywoodienne, qu'il y avait eu énormément de changements au film. Et lorsque le film est enfin arrivé sur les écrans, c'était plus tout à fait le film qu'il voulait, puis on sentait qu'il avait comme lâché prise, tu sais, presque sur le film. Donc, le film n'a pas eu un bon accueil. Puis moi, je pensais que c'était ce film-là, là, qui avait fait tu sais, qui avait créé, là, Ça me tente plus. Hein, dont on a parlé au début de l'épisode, qui avait créé le ras-le-bol, qui avait créé, là, j'ai plus du tout envie de faire ce que je fais. Alors, qui est dommage, là, mais c'est qui avait créé, là, je vais aller me faire voir ailleurs, qui nous a sorti en début d'année. On a compris aussi que dans le podcast, puis bravo aux deux animateurs de Sans Filtre qui ont réussi à avoir cet exclusif avec Xavier, puis ça a été repris dans les journaux que Xavier, bon, depuis, il a cheminé, puis
un passionné étant un passionné, il a retrouvé un projet qui le fait vibrer puis qu'il a envie de faire. Alors, mais ce roll-ball-là, donc, c'était une combinaison. C'était une combinaison de... Puis là, au début de l'entrevue, puis là, c'est là que je vous parle de la deuxième partie de l'entrevue qui est fascinante, là. J'ai vraiment aimé ça. Comme je vous dis, la gérante et la productrice en moi, j'ai trouvé que c'était du bonbon parce que là, vraiment, on a eu une petite fenêtre sur son processus créatif. Et là, donc, ce qu'on pense, c'est des échecs... de 2 films. Donc, avec juste La fin du monde, j'imagine que ça a échaudé le marché français. Il y a eu des déceptions aussi. On s'est attaqué à lui personnellement. Donc, la star a été attaquée. Donc, ça aussi, ça laisse des traces. Puis ensuite, on comprend que ça a fermé le marché anglais, le marché des États-Unis pour lui. Mais là, ce qu'on comprend après, c'est que là, il a fait un projet au Québec qui s'appelle Laurier Gaudreau. Donc, je me souviens du nom. Pardonnez-moi si j'ai pas le nom complet. Puis là, comme je suis capable de faire plusieurs choses en même temps, c'est La nuit où... je vais le trouver. Là, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Donc, le dernier projet de Xavier Dolan sur Illico. Donc, et ce qu'on comprend de ce projet-là qu'il a fait au Québec, on trouvait tout, wow, c'est le fun qu'il fasse un projet au Québec, il a envie, tout ça. Mais là, on comprend que il est habitué aux moyens qu'il y a eu avant. Puis là, c'est difficile, là. Quand on a eu énormément de succès, puis qu'on a eu tout le tapis rouge qui s'est déroulé devant toi, puis tout le monde te dit oui parce que tout va bien, mais là, tu sors de 2 échecs, les gens disent moins oui, là. Et là, les budgets sont plus limités. Et là, ce qu'on comprend, c'est que là, il voulait aller au bout de son aspect créatif ou des idées qu'il avait, puis il y a des choses que... Tu sais, j'en connais d'autres, là, des créateurs qui ont fait ça, que ce soit des producteurs, des animateurs, des gens qui, pour le bien du projet, vont totalement... ils vont réinvestir totalement leur cachet dans le projet. Donc, ils vont ne pas être payés du tout pour le projet. Puis là, ce que je sache, je suis pas sûre que c'était acheté ailleurs, Laurier Gaudreau. Fait que des fois, tu décides de pas être payé, tu réinvestis. Donc, tu te sers de cet argent-là, par exemple, pour payer. Dans son cas, je sais pas, là, il y a eu de la musique de sa série de Hans Zimmer et son équipe. Il voulait plus de journées de tournage. Tu sais, il y a certains standards qu'il voulait qu'ils soient respectés pour le bien du film. Il voulait des tunes spécifiques aussi. Tu sais, il dit qu'il a payé 25 000 $ pour une chanson de Our Lady Peace qui était dedans la série pour 1,25 minutes, là. Alors, j'espère que c'est 1 minute 25 secondes. J'espère que c'est pas 1 seconde. Je sais pas, mais en tout cas. Parce que là, moi, je capote, là. Moi, je pense à sa productrice, Nancy Grant, là, puis je suis comme... C'est tellement mon idole, là. Je veux l'inviter à faire une femme de soi à mon autre podcast, là. C'est clair, là. Et donc... mais là, donc, Xavier a totalement réinvesti donc son cachet. Il a même mis de l'argent lui-même dans son projet. Fait qu'on voit là que la liberté créative n'est plus... Parce que c'est ça, tu sais, les gens pensent que quand les projets sont critiqués, c'est bien plate, puis ça fait partie de la game, mais les critiques ont des conséquences économiques, là. Les critiques ont des conséquences sur les créateurs en lui-même. Puis bref, c'est fascinant donc de voir, tu sais, le parcours. Puis je vous dirais que là, j'ai compris quelque chose d'autre. Puis que, encore une fois, c'est ma perception, hein, je le dis parce que je le sais pas, là. Mais ce que j'entends quand je l'entends parler de tout son processus créatif, puis que là, lui, il trippe. Tant qu'il est dans la phase créative, là, il trippe, puis préparer le film, puis écrire le scénario, puis réécrire, puis probablement, là, tu sais, faire tous les plans, puis calculer, tu sais, qu'est-ce qui va éclairer comment, puis chaque scène, puis où est-ce qu'on va aller, tu sais. Tout ça, ça peut quand même être de la poutine, là, tu sais, ça peut quand même être assez exhaustif. Mais tout ça, on voit qu'il adore ça.
Mais là, après, il parle du fait de tout ce qu'il déteste après. Puis là, il dit, je déteste tellement tout ce qui vient après, les approbations, les emails, les suivis, les courriels, etc. Puis là, j'ai fait, il est tellement neurodivergent, c'est tellement clair. Parce que en tout cas, si je parle pour moi, là, parce que là, on va dire les zèbres, encore une fois, il n'y en a pas un pareil, fait qu'on n'a pas... Mais il y a certains traits, tu sais, comme l'engagement total quand t'es dans ton talent, dans ton intérêt, l'engagement total, cette espèce de passion-là qui dérange, puis mais qui défonce tout. Donc, c'est une chose, mais aussi une espèce d'incompétence ou d'incapacité quand vient le temps de faire des tâches qui s'appellent des fonctions exécutives. Donc, justement, des suivis, des courriels, de la coordination, envoyer ça, tu sais, comparer des choses qui, pour les gens, peuvent paraître super simples. Mais, tu sais, moi, des fois, c'est ça, je dis, je vais te faire un livre blanc sur tel sujet en particulier comparé avec tel pays, j'ai pas de problème à te faire ça. Mais demande-moi de faire de la coordination, d'envoyer 4 courriels, Seigneur, ça sera pas bien fait, là. Puis ça sera pas sa coche, là. Vraiment, là, tu sais, on le voit. Puis cette difficulté-là, avec des petites tâches, et je me souviens, là, je vais vous donner juste une petite anecdote, mais moi, j'étais rentrée dans un bureau d'avocat, j'avais changé de bureau d'avocat à un moment donné. Je faisais de la propriété intellectuelle, mais là, je voulais aller faire du financement parce que je voulais compléter mes compétences et tout ça. Puis là, je voulais aller faire du financement. Mon premier projet de financement, on me donne toute la paperasse à faire pour les banques. Et là, ça, c'est quoi? C'est remplir des formulaires. Puis là, je peux pas croire que c'est ça, tu sais, pour aller chercher des centaines de milliers de dollars, c'est ça qu'il faut faire, il faut remplir des formulaires. Puis tu sais, j'y crois pas, puis je me souviens à cette époque-là, j'ai aucun mentor, j'ai personne pour m'aider, il faut juste me garrocher ça, j'ai jamais fait de ma vie, j'ai des binders devant moi de plein de documents à remplir. Puis là, je commence à regarder ça, puis là, je me dis, mais il faut que je fasse quoi avec ça? Puis là, il faut remplir les documents, mais moi, je suis sûre que ça se peut pas que ce soit juste ça. Faut que ce soit plus compliqué que ça. Puis là, je me mets à me poser plein de questions. Puis là, la date, ça a-t-il une conséquence sur la date de débourser? Puis là, si j'ai qui telle affaire? Tu sais, chaque ligne, je me pose 175 questions. Puis honnêtement, je vous jure, j'étais arrivée dans ce bureau-là, j'avais personne pour m'aider à l'époque. Et j'avais jamais fait ça. Et puis là, c'est ça. Je me pose plein de questions, donc je procrastine. Je me pose trop de questions. C'est long. Ça prend du temps. Puis là, si bien qu'au dernier jour, je fais ça. Je le fais comme je le pense. Puis je me dépêche à aller remettre ça parce qu'il fallait que je le remette. Là, c'était la date. Et là, écoute, c'était ma seule fois, mais quelle fois, je me suis fait ramasser, là. Puis ramasser parce que le client, il a capoté comment c'était mauvais. Mais pourquoi c'était mauvais? C'est que j'avais fait des erreurs dans à peu près tous les formulaires. Puis tu sais, c'était pas des erreurs de stratégie ou tu sais, c'était des erreurs du mauvais chiffre dans la mauvaise case, de l'inversion de telle affaire. Écoute, puis c'est ça, là, tu sais, à trop me poser de questions, j'étais pas capable de la faire la plus simple. Juste prendre ce que j'avais dans le peu de documents que j'avais, puis les recopier dans un autre document. C'était juste ça que j'avais à faire. Mais je m'étais posé tellement de questions que, je vous le jure, là, je m'étais fait ramasser, puis tu sais, tout le monde disait, mais voyons, elle est bien incompétente, tu sais, alors que moi, j'ai plaidé en cours d'appel quand j'étais stagiaire, tu sais, tellement que j'étais réputée pour les dossiers compliqués, puis c'était une affaire ultra compliquée, puis, tu sais, j'étais allée avec l'avocate en charge parce que j'avais fait une nuit blanche, j'avais écrit un mémoire d'appel en une nuit. Ça, c'était compliqué de faire ça. Puis j'avais une adjointe pour faire tout l'exécutif. Fait que ça avait bien été, mais ça pour dire que... Bon, c'était ma parenthèse personnelle, mais ça pour dire qu'on comprend très bien que Xavier Dolan, il déteste toutes les tâches exécutives en bon génie qu'il est.
Et donc, on se rend compte aussi, tu sais, à quel point c'est complexe dans sa tête, à quel point sa passion est intense. Puis je vois aussi que... Puis tu sais, c'est ça que j'aurais le goût de dire, là, s'il est à côté de moi, là, parce que je vois aussi, tu sais, le génie créatif, pour en avoir accompagné quelques-uns. À un moment donné, c'est pas le perfectionnement, tu sais, c'est pas la meilleure lumière qui va te faire avoir une œuvre plus aboutie. C'est pas le plus gros budget qui va te faire avoir une œuvre plus aboutie. Puis il y a une phrase qui m'a marquée dans le podcast, ça m'a vraiment marquée. C'est qu'il parle de l'énorme blessure qu'il y a eu suite aux critiques. Puis il parle de l'énorme violence avec laquelle il a reçu les commentaires qui étaient dirigés vers la star, pas vers le réalisateur. Puis tu sais, il dit, pourquoi il ose critiquer ma personne plutôt que critiquer le réalisateur? Il ne parle pas de mon travail. Sauf que quand tu es une star, tu deviens famous et payé pour exister. À preuve, tu sais, il dit plus loin dans le podcast que s'il a pu s'acheter une maison à la hauteur de ses ambitions, c'est parce qu'il a été l'égérie de Louis Vuitton. Puis quand il est l'égérie de Louis Vuitton, il est payé pour être, pour sa photo, son image, ce qu'il représente, etc. Puis forcément, il y a des gens qui vont critiquer ça. Puis la meilleure façon donc, tu sais, j'ai deux commentaires. J'ai le commentaire pour le créateur qui souhaite avoir des plus grands budgets, qui rêve d'avoir les moyens de Denis Villeneuve. Mais Denis Villeneuve, il y a ces grands moyens-là parce que, à un moment donné, dans le génie, je pense que il y a cette espèce de shift qui se fait entre je fais des films pour moi, je fais des films que je trouve bons, mais je comprends ce que le public aime aussi, puis je suis capable de trouver le win-win là-dedans. Puis le win-win, là, tu sais, c'est cette espèce de moment-là, cette espèce d'instant magique où tout ce que t'es, tout ce que t'aimes rencontre ce que le public aime, ce qui l'émeut, ce qui le transporte, ce qui le bouleverse. Il y a une espèce de convergence à un moment donné entre ce que j'aime, ce que je suis, ce que je veux partager, puis ce que le public aime, veut et a envie de vivre comme émotion. Et ça, là, ce sweet spot-là, que quelques-uns ont, que Denis Villeneuve a, que Steven Spielberg a, que donc, cette espèce de communion parfaite entre le génie et le public. Ça, c'est profond. Et ça dépasse soi. Au début, on casse tout, là, comme génie créatif. On casse tout avec ce qu'on est, avec ce qu'on vibre, ce qu'on a envie de dire, avec les gens qu'on est capable de convaincre pour aller au bout. Je le vois, là, d'aller au bout de ses convictions puis de son talent. Mais à un moment donné, c'est quand il dit, il y a juste les critiques américains ou l'accueil américain, donc qui lui a fait mal, là, dans le cas de Juste la fin du monde, cet accueil-là qui l'a profondément blessé puis qui lui ferme les portes. Il dit qu'il a vécu ça comme il a vécu de la violence, puis il parle de certains journalistes qui ont probablement parlé avec beaucoup d'envie aussi. Puis si vous voulez un bon exemple de ça, là, il y a Marc Cassivi, à un moment donné, qui avait fait un article qui supposément critiquait Patrick Huard, mais c'est le film de Patrick Huard, mais tu sais, c'était un papier qui était rongé par l'envie et c'était méchant, mesquin. Il y a eu un moment où dans l'entertainment québécois, tu sais, Patrick Huard avait, tu sais, tout lui réussissait, un peu comme Xavier Dolan a vécu. Tout lui réussissait, il était, tu sais, il faisait des films à succès, il faisait des séries à succès, il faisait des émissions à succès, il était juste à Star Academy, puis tout le monde trouvait qu'il était extraordinaire. Puis là,
Tu sais, veut pas ça, à un moment donné, ça écœure. Puis là, ben moi, ce que j'avais lu dans l'article de Cassivi, c'était vraiment, vraiment de la jalousie, là. Puis probablement que Xavier Dolan a vécu ça avec les gens aux États-Unis. Puis là, il dit, il y a juste eux qui pourraient corriger ça. Mais comme on en a parlé lors du podcast sur les haters, non. La relation avec la critique, puis la réaction face à la critique, parce que je le dis tout le temps, c'est la réaction qu'un artiste va avoir face à la critique qui va déterminer s'il est fait pour avoir pour faire ce métier-là, puis faire ce métier-là longtemps. Mais les HPI sont souvent des hypersensibles, donc c'est très difficile la critique. Pour un neurodivergent, un doué, un hypersensible, c'est énorme, c'est super difficile. C'est difficile, mais il y a un travail intérieur qui peut être fait. Moi, c'est ça que j'ai le goût de dire. Parce que, oui, tu pourras jamais corriger ce qu'eux ils ont dit. Tu pourras jamais corriger ce qu'eux ils ont dit, mais quand une critique fait si mal, oui, c'est parce qu'il y a de l'hypersensibilité, mais c'est surtout parce qu'il y a d'autres blessures en dessous. Parce que ça réveille les autres blessures qui sont en dessous. Puis c'est là où le shift s'opère dans plusieurs artistes, des grands artistes qui ont des longues carrières et longtemps. C'est souvent des artistes qui ont commencé avec énormément de critiques. Alors que Xavier, lui, a commencé avec énormément de dithyrambiques, critiques positives. Et non pas des critiques négatives, mais les artistes qui ont commencé avec énormément de critiques négatives. Parlez-en avec Madonna, parlez-en avec Lady Gaga, parlez-en avec celles qui ont duré, mais il y a certains artistes masculins aussi qui ont eu de la misère, mais qui ont continué, tu sais, des Sting, qui ont des longues carrières. C'est des gens qui ont énormément travaillé leur savoir-être. Donc, c'est des gens qui sont capables de faire « tu m'aimes pas » ouais, puis. Alors, comment on se rend à « tu m'aimes pas » ouais, puis. Moi, je trouve ça correct, ce que je fais. Moi, je trouve ça... J'ai confiance en mes capacités. Ça me dérange pas trop, je vire pas fou. Parce que, c'est du coup, moi, je sais que je suis hot. Moi, ce qu'on fait pour se rendre là? Puis je me suis... Autre anecdote que je peux vous raconter, ça va être un long épisode cette semaine, mais ça m'inspire. Ça me rappelle un moment où j'ai rencontré Isabelle Boulay. J'étais sur le même show qu'Isabelle Boulay, un de mes artistes qui était sur le même show qu'Isabelle Boulay. Puis c'est un show collectif, chacun y allait de sa chanson, puis tout ça. Puis Isabelle est allée faire son numéro, puis elle a tout arraché, là. Comme souvent, Isabelle le fait, là, elle rentre, elle fait ce qu'elle a à faire. Puis, écoute, l'émotion rentre, tout rentre au poste. C'est incroyable, là. Moi, j'ai énormément d'admiration pour la femme, pour son talent, pour tout. Mais sa posture aussi. Je me souviens, j'étais allée la voir, puis j'avais dit, Isabelle, c'était bon, là. Mais parce que, non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'on parlait. Je pense qu'on parlait, puis on parlait de ça, c'était bon, ça, c'était moins bon, ça, si, là, tu sais, on commentait le show. Puis là, je disais, mais oui, mais toi, ton numéro, puis... Tu sais, elle m'avait dit, moi, oui, je sais. Tu sais, ouais, qui c'est moi? Ben oui, je sais. Mais elle me l'avait dit d'une façon. Tu sais, moi, j'avais dit son numéro, c'était incroyable, puis elle m'avait dit, oui, je le sais. Tu sais, cette espèce de je le sais qui était sain, qui était ancré, incarné. Pas, c'était sain et humble à la fois, c'était incarné et humble à la fois. C'était comme si elle me disait, c'est mon rôle. Je comprends mon rôle, puis je l'ai bien joué ce soir. Puis son rôle, puis c'est là que le transfert, là, être un créateur extraordinaire qui maintenant comprend qu'il est là aussi pour émouvoir les autres, pour faire vivre des choses aux autres, qui se préoccupe puis pas des critiques, du public, des gens qui sont dans la salle, des gens qui peuvent faire toute la différence dans la carrière, qui peut soudainement tout transformer ces noms-là en oui
Hein? Quand à un moment donné, donc, si on est un succès critique, si on devient un succès public, on récupère son pouvoir. On récupère son pouvoir. Moi, j'aurais des idées, là. J'aurais des idées. Parce que c'est ça. Tu sais, quelqu'un avec un immense talent comme Kia, c'est clair que le public mérite d'en voir plus, d'en recevoir plus. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est trouver le sweet spot, là, entre ce que le public pourrait aimer puis ce qui pourrait le faire autant vibrer dans son engagement. C'est ça qui serait cool. Puis, d'avoir cette espèce de faire le travail de savoir-être, là, puis on en a parlé, là, mais le travail de savoir-être c'est pas nécessairement, tu sais, les neurodivergents, là, faut juste le savoir, hein. C'est pas toujours du trop bon, faut le savoir qu'on est neurodivergent, faut savoir pourquoi qu'on est nul telle place, qu'on est moins bon, tu sais, juste de savoir tout ça, ça adoucit, là, les génies. Puis là, je dis, moi, je suis pas un génie créatif, je suis juste une neurodivergente. Fait que c'est ça que je comprends, là. Mais j'ai côtoyé des génies créatifs, puis c'est ça. C'est que une fois qu'ils le savent, tu sais, de se débarrasser de tout l'aspect, c'est peut-être du trauma. Ceci dit, quand on réagit aussi fort aux critiques, si on va faire le travail intérieur qui solidifie l'ancrage, la posture, la confiance, l'estime de soi, des critiques, là, un moment donné, c'est un mardi. Un moment donné, c'est un mardi. Ça devient comme ça, puis on comprend que c'est clair que quelqu'un qui polarise comme Xavier a tout ce qu'il faut pour aller rejoindre le plus grand nombre de gens possible mondialement. Je pense qu'il l'a. Maintenant, c'est cette ouverture-là vers le public, vers ce qui pourrait les faire vibrer, cette ouverture-là qui a probablement été refermée là, de par les échecs, les critiques négatives, l'envie, les mauvais mots, tout ça. Il y a eu une fermeture à tout ça, genre, je vais juste faire ce que j'aime, puis je vais me protéger, puis, tu sais, je vais essayer d'avoir le plus gros budget possible, puis je vais refaire ce que j'ai fait au premier film, là, puis je vais espérer que ça va bien aller. Alors que, non, je pense que c'est juste d'aller solidifier ce qui peut empêcher, hein, ce qui donne du gaz aux envieux. Puis aller solidifier tout ça, pacifier tout ça, c'est à l'intérieur, c'est une job interne, tu sais. Ce qui m'a frappé, c'est quand il a dit, il y a juste eux autres qui pourraient transformer la douleur qu'il a eue suite aux critiques négatives. Non, moi je dirais, pas juste, non, pas tout. Il n'y a aucun pouvoir là-dessus. L'adoucissement de tout ça, c'est possible. C'est une job interne. It's an inside job, comme on dit. Mais, en tout cas, l'être extrêmement intelligent qu'il est a probablement déjà vu ça quelque part ou entendu quelque part. Puis cette quête interne-là, on le fait quand on est prêt, quand on a l'élan aussi. Puis qui sait, c'est peut-être. Mais en tout cas, j'ai adoré. J'ai adoré chaque minute, donc, de la rencontre avec Xavier. J'ai appris, donc, qu'il nous prépare un autre film. Il l'a écrit avant la pandémie. Il porte encore en lui toute cette fougue, intelligence. La productrice en moi aurait le goût de dire... c'est très dur pour que les gens qui sont bons dans tout de déléguer. My God, que c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Puis d'essayer de changer, c'est peut-être pas ça le chemin, hein, pour rendre les choses plus faciles, parce qu'on le voit, le processus créatif est difficile. Quand il est trop bon dans tout, il connaît la musique, il connaît le montage, il connaît ci, il connaît ça. On le voit, là, c'est ça, c'est un trop bon dans tout, alors c'est un processus difficile de déléguer dans ce temps-là. Puis des films, des gros films, ça se fait en gang, là, tu sais. Je sais que Denis Villeneuve, il y a des deuxièmes réalisateurs, troisièmes réalisateurs qui travaillent avec lui sur ses projets. Fait que on le voit qu'il est capable de déléguer, mais c'est ça, c'est pas tout le monde. Des fois, lui, il a une vision qui est tellement claire, en tout cas. Mais c'est fascinant. C'est fascinant. J'ai à la fois une admiration sans borne pour ça. Puis en même temps, j'aurais le goût de dire « Oh,
il y a des petits trucs qu'on peut apprendre, là. Puis c'est surtout en apprenant à se connaître plus, en apprenant donc se connaître plus, être ouvert à aller solidifier son arbre, là. On est tous, tu sais, je dis on. Vous comprenez que quand je dis on, là, je me compare pas, hein, je suis loin d'être là. Mais pour un Xavier Dolan, là, sky's the limit encore, là. Ce n'est que le début. Hein? Quand moi, je l'ai entendu dire « Ah, je m'en vais d'une ferme, là c'est juste le cocon. Le papillon, il est dans le cocon. On va espérer que quand le processus va être terminé, qu'on va voir des œuvres extraordinaires qui vont sortir de là. Alors voilà, c'était mon analyse c'est selon ce que j'ai appris du podcast Sans filtre, mais aussi dans ce que je connais de la carrière de Xavier Dolan. J'espère que vous avez aimé votre écoute de J'ai une idée. Si vous avez aimé votre écoute de J'ai une idée, venez vous abonner. Abonnez-vous sur Spotify, sur Apple, sur YouTube. Ça facilite la découvrabilité du podcast et ça m'aide toujours dans le cadre de mon travail puis à m'aider à continuer de vous offrir ce contenu gratuitement. Alors, merci beaucoup. À la semaine prochaine.